S'il vous plaît, je suis en train de vous rappeler, honorable Tundou, que la séance était suspendue. Nous avons repris une séance qui était suspendue. Il n'y a donc pas lieu d'adopter l'ordre du jour. Vous avez la parole, honorable président. Merci beaucoup, honorable président de l'Assemblée nationale. Honorable deuxième président de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et chers collègues, comme vous le savez, c'est à la suite de sa plénière du 17 septembre 2025, notre Chambre avait pris acte des pétitions formulées à l'encontre de certains membres de notre bureau et avait donné mandat au bureau d'instituer une commission spéciale et temporaire chargée de l'examen des pétitions visant les 10 membres du bureau de notre Assemblée. Cette commission a travaillé du 18 au 24 septembre 2025. Elle a procédé à la mise en place de son bureau de manière consensuelle. Elle a procédé à l'audition des pétitionnaires en premier lieu et des membres des bureaux concernés. Puis, elle s'est retirée pour délibérer sur la recevabilité ou non, sur le fondement ou non des griefs formulés contre les honorables membres du bureau. Les dites pétitions concernaient particulièrement 5 membres du bureau, comme vous le savez. Il s'agit de l'honorable président de notre Assemblée, du rapporteur adjointe, trésorière et trésorière adjointe. Cependant, les cas du président et questeur adjointe, questeur, il s'agit de, excusez-moi, questeur adjointe. Tolérance, s'il vous plaît, honorable. Cependant, les cas du président et de la rapporteure adjointe ont été clos suite à leurs démissions respectives présentées devant notre auguste plénière en date du 22 septembre 2025. Et la tâche est restée pour votre commission d'examiner les 3 cas des honorables rapporteurs, questeurs et questeurs adjointes. S'agissant de l'honorable rapporteur, des griefs lui ont été reprochés, à savoir l'incompétence et la violation des dispositions des articles 74 et 221 de notre règlement intérieur. Concernant l'honorable questeur, les pétitionnaires lui reprochent une incapacité dans l'élaboration du budget, un manque d'orthodoxie dans la gestion financière. Et enfin, quant à l'honorable questeur adjoint, les griefs portaient sur l'entretien du patrimoine de l'Assemblée nationale. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable deuxième vice-président, honorable député, chers collègues, après analyse des pièces et constats faits, votre commission a, au terme de ces travaux, adopté à l'unanimité et dans un esprit républicain les rapports qui vous sera rendu tout à l'heure par les rapporteurs, l'honorable Mambou Mbassa Yannick. Je voudrais à ce stade souligner qu'en vue de privilégier l'objectivité et d'éviter l'arbitraire dans la qualification des faits, en l'absence d'une définition de la faute grave prévue au dernier alinéa de l'article 25 du règlement intérieur de notre Chambre, votre commission s'est évertuée à rechercher le contenu de la notion de faute grave dans les chefs d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale. Ainsi, en fouillant
tant dans la jurisprudence et la pratique parlementaire constante dans notre pays et en droit comparé, votre commission a clarifié nettement les concepts fautes graves dont elle suggère à la plénière souveraine d'intégrer prochainement dans les règlements intérieurs de notre Chambre. Dès lors, votre commission vous prie, à l'issue donc de la lecture de notre rapport, nous prions donc aux honorables députés nationaux de bien vouloir statuer souverainement et d'adopter les conclusions de notre rapport. Je vous remercie. Merci. Nous allons accorder la parole à l'honorable rapporteur de la commission pour nous présenter l'économie du rapport. Vital, deuxième vice-président. 4. Honorable Mambumba Sayanik, rapporteur. 5. Honorable Emedi Amouri Xavier, rapporteur adjoint. Votre commission a également bénéficié de l'appui technique de ces cadres et agents de l'administration de l'Assemblée nationale ainsi que du personnel politique de membres du bureau dont les noms sont repris sur la liste en annexe 2. De la documentation, votre commission s'est référée aux documents ci-après. La Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, les 5 pétitions, les pièces déposées par les auteurs des pétitions et le membre du bureau visé. De la méthode du travail. Pour mener à bien sa mission, votre commission a procédé par l'élaboration du calendrier de travail, les auditions des auteurs des pétitions ainsi que de membres du bureau concernés, l'analyse et la synthèse des auditions et des documents recueillis par les commissions, la rédaction et l'adoption du rapport. 3. Du déroulement des travaux. En exécution de la décision susvisée, votre commission a, conformément à son calendrier de travail élaboré en date du 18 septembre 2025, auditionné la délégation des honorables députés signataires de pétitions en premier lieu et le membre du bureau concerné en ordre de préséance en second lieu. Ensuite, la commission s'est retirée pour délibération. 1. De l'audition des partis. Votre commission a procédé à l'audition des partis en commençant par le pétitionnaire avant d'entendre le membre du bureau visé. 1.1. De l'audition des auteurs des pétitions pour la déchéance des membres du bureau visé. Les auteurs des pétitions ont procédé par la lecture intégrale de leurs pétitions dirigées contre le membre du bureau visé suivant l'ordre de préséance. Abordant les faits retenus à charge de l'honorable président de l'Assemblée de notre Chambre, les délégués de pétitionnaires ont soutenu que leur déchéance vise sa déchéance, leur démarche plutôt vise sa déchéance pour faute grave, conformément aux dispositions des articles 112 de la Constitution ainsi que 25 alinéas 5, 30 et 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. De ce fait, ils soutiennent que cette initiative est recevable et fondée. Dans cette saisine in-rem, les représentants des pétitionnaires a martelé que les griefs retenus à charge du précité portent sur 1. L'opacité et le manque d'une gestion orthodoxe des finances de l'Assemblée nationale. 2. Le blocage d'initiatives parlementaires, entre parenthèses, le moyen d'information de contrôle parlementaire, les propositions de loi. 3. La violation du principe de séparation du pouvoir. 4. Les favoritismes dans la sélection de missionnaires et le paiement de missions effectuées. 5. La non prise en charge des soins médicaux ainsi que la non finalisation de l'octroi des passeports diplomatiques aux députés nationaux et leurs dépendants. 6.
le manque d'attention du bureau sur l'environnement du travail des honorables députés. 7. Dysfonctionnement du bureau. 8. Non-respect des avis et recommandations issues de la conférence des présidents. 8. Non-respect des attributions des autres membres du bureau. 9. L'humiliation des honorables députés pendant les plénières. 10. L'asphyxie des fonctionnements des commissions permanentes, groupes parlementaires et comités des sages. 11. Le refus, nomination in tempore suspecto des assistants parlementaires des députés nationaux. 12. La pléthore du personnel politique. 13. Les violations intempestives du règlement intérieur. Mais compte tenu de la démission du président de l'Assemblée nationale, intervenu en date du 22 septembre 2025 devant votre commission au cours de la réunion de la conférence de présidents, élargie en conformité devant l'auguste plénière de l'Assemblée nationale, votre commission a été déchargée par la plénière du devoir de procéder à l'examen de ces incriminations. S'agissant de l'honorable rapporteur, les auteurs de la pétition ont formulé essentiellement des griefs, à savoir incompétence notoire dans l'accomplissement de ses attributions, violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Quant au rapporteur adjoint, les auteurs de la pétition lui reproche la violation de l'article 145 par le dépôt tardif du rapport synthèse des vacances parlementaires et le fait que la commission chargée de la rédaction du dit rapport, jugée pourtant inefficace, reste maintenue et animée par la même personne, faisant ainsi de celle-ci une commission permanente. Alors que le règlement intérieur de notre Chambre prévoit que... S'il vous plaît, honorable rapporteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, honorable, je repose la question. Est-ce qu'on ouvre le débat, chacun parle d'abord comme il veut? Non. La motion va intervenir lorsque cette lecture sera intégralement faite. Vous pouvez reprendre la parole. Alors que le règlement intérieur de notre Chambre prévoit que cette dernière n'est que temporaire. Comme pour le cas du président de l'Assemblée nationale, et après lecture de la décision de l'honorable rapporteur adjoint, votre commission a été également déchargée par la plénière du devoir de procéder à l'examen des griefs mis à sa charge. S'agissant de l'honorable questeur, les auteurs de la pétition lui reprochent ce qui suit. 1. L'incapacité dans l'élaboration du budget de l'Assemblée nationale. 2. L'incompétence dans la présentation du rapport de gestion financière de l'Assemblée nationale, dédoublée de l'incapacité de rendre compte de sa gestion. 3. Enfin, le manque d'orthodoxie dans la gestion de finances. Concernant l'honorable questeur adjoint, les auteurs de la pétition lui reprochent le fait qu'aucun élément lié à la gestion du patrimoine de l'Assemblée nationale n'est ressorti lors de la présentation du rapport de gestion de l'Assemblée nationale et l'état inconfortable des sièges de la salle des congrès et des installations sanitaires. Au terme de ces différents exposés des auteurs de la pétition, votre commission a procédé à un jet de questions-réponses avant de procéder à l'audition des membres du bureau concernés suivant leur ordre de préséance. D. 1.2 de l'audition des membres du bureau visés. 1.2.1 de l'audition de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale. En date du 20 septembre 2025, les rapporteurs de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Njoli Sengekeli, accompagné de quelques-uns de ses collaborateurs, a été reçu par la commission afin de présenter ses moyens de défense comme
les reproches exprimés dans la pétition en vue de sa déchéance. Il a remercié et salué l'Assemblée plénière à travers la Commission pour la mise en place diligente de cette commission spéciale et temporaire sur pied de l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en vue de permettre la recevabilité pour assurer les droits de la défense dans une démarche rationnelle et sereine. Il a souligné qu'il se présentait par devant la commission avec une profonde déférence afin de non seulement répondre à une pétition, démarche légitime de ses collègues, mais aussi pour son honneur, vertu qui ne se négocie pas. Il a rappelé qu'il est visé par une pétition par laquelle deux griefs sont retenus à sa charge, à savoir 1. L'incompétence notoire dans l'accomplissement de ses attributions, notamment par la non-distribution ou la distribution tardive des documents de travail aux honorables députés sur pied de l'article 74 de notre règlement intérieur. 2. Les violations du règlement de l'Assemblée nationale, entre parenthèses article 221, pour non-présentation du rapport du bureau de l'Assemblée nationale sur les initiatives parlementaires. Sa réponse a été structurée en 3 parties, à savoir 1. Considération préalable de forme, examen au fond des griefs, conclusion et impératif métallurgique. Sur les considérations préalables de forme, abordons le premier point. L'honorable rapporteur a relevé ce qui suit. Le recours aux pétitions est une procédure interne à l'Assemblée nationale et ne devrait pas faire l'objet de voies de notification par procédure spéciale telle que le recours à un huissier de justice. Il a indiqué que la question de la signature est fondamentale et non périphérique. Elle entame la validité de la pétition. Il a formulé d'autres observations sur la validité de la pétition en indiquant qu'il n'y a pas de nom au numéro 19. Le nom qui s'y trouvait a été supprimé. Une surcharge, le numéro 27, est également vide. Entre numéro 151 et 152, il y a des traces de surcharge. On y trouve un numéro sans nom, ni signature. Il n'y a pas de signature au numéro 113 et 157. Et pourtant, l'article 31 alinéa 3 qui fixe les conditions de validité de la pétition dit aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée après le dépôt de la pétition. Fin de citation. Il a aussi fait remarquer par ailleurs qu'il y a au numéro 34 un certain Mulumba Kaninda. Après vérification, ce nom ne se trouve pas sur la liste officielle des députés nationaux. Il s'agit donc d'un cas de fraude manifeste qui ne peut laisser la commission indifférente. Au numéro 48, 139 et 219, les signatures des pétitionnaires ne correspondent pas à celles apposées sur le fiche individuel des renseignements des députés nationaux de notre direction des séances. La validité d'une pétition repose sur l'authenticité des signatures. La découverte d'une signature falsifiée prouve que le document est vicié par les faux. En droit, un acte vicié par les faux est nul de plein droit, nullité absolue. Par conséquent, une pétition contenant de fausses signatures doit être annulée dans son entièreté et non simplement corrigée car elle repose sur une fraude. Forus omnia corrupit. La fraude corrompt tout. Une telle pétition est juridiquement polluée. On est donc en présence de signatures falsifiées et sur le plan civil, ce document est nul et de nul effet. Au plan pénal, c'est un faux en écriture.
sur pied des articles 124 et 127 de notre code pénal. La jurisprudence Mamba est une éloquence à ce sujet. Ces éléments de la nullité devraient amener la commission à déclarer irrecevable l'action des pétitionnaires, qu'on ne peut pas aller à un pseudo-vote sur les faux. Un autre élément de forme, mais lié à ce qu'on nomme la validité intrinsèque, va amener la commission à conclure que cette pétition est tout au plus un document non signé, un tract ou au mieux un faux intellectuel sous-entendu par une extorsion de signature. Il s'agit d'une opération de manipulation ou de falsification de la vérité, car l'honorable Mindule Mitondo Crispin, au son noyau de vrais pétitionnaires, a omis intentionnellement de présenter aux signataires les données importantes de la pétition. Après avoir souligné les motifs d'irrecevabilité de la pétition, il a exposé les éléments de fond en vue de se décharger des griefs évoqués contre lui dans la pétition. Des réponses aux griefs mis à sa charge quant au fond. Abordant le fond et en réponse aux deux griefs formulés contre sa personne, le rapporteur de l'Assemblée nationale a indiqué ce qui suit. 1. Quant au premier grief sur l'incompétence notoire dans l'accomplissement de ses attributions tirées de violation de l'article 74 du règlement intérieur de notre Chambre, en premier lieu, l'honorable rapporteur a réfuté toute prétendue incompétence, arguant que cette qualification est excessive et inexacte, et a regretté que ses collègues aient choisi ces concepts. Il a souligné qu'à ses yeux, ces accusations sont non seulement inexactes, mais aussi infondées et ne sauraient être constitutives de l'incompétence notoire, en estimant qu'il s'agit d'un abus de langage attentatoire à sa dignité. Il a en outre défini la notion d'incompétence notoire. Il s'agit d'une personne incompétente, en manque de connaissances, d'humilité, de capacités physiques ou intellectuelles à faire quelque chose ou à assumer ses responsabilités, et de manière notoire. Du latin notorius, c'est-à-dire connu de très grand nombre, reconnu publiquement par tous de manière évidente et incontestable. C'est une affirmation d'une gravité qui dépasse tout entendement, tout limite le sens des respects mutuels. S'agissant du greffe proprement dit tiré de l'article 74 du règlement intérieur, il a souligné que le rapporteur n'est pas producteur de documents destinés à l'examen par les députés, mais distributeur. Il les reçoit d'autres auteurs que sont le gouvernement, les députés, les commissions. En ce qui concerne, il a toujours accompli cette tâche avec abnégation dans le respect du délai de 48 heures. 3 cas de figure sont envisagés. 1. Soit le document est déposé en temps utile, il le met à la disposition des honorables. Il a à cet effet donné quelques exemples de documents distribués avant les 48 heures réglementaires, voire les pièces versées au dossier. 2. Soit il est déposé dans un timing ne permettant pas de respecter les délais de 48 heures. Il a à ce sujet fait observer que l'article 74 prévoit in fine en cas d'urgence, ce qui ouvre la possibilité de délier les rapporteurs de l'obligation de distribuer les documents 48 heures avant la séance plénière. 3. Soit encore il n'est pas déposé. Dans ces cas,
il a relevé avant tout que les us et coutumes parlementaires dans notre pays recommandent que certains documents ne soient ni multipliés ni distribués du fait de leur sensibilité, toujours examinés à huis clos. Ces documents ne sont pas distribués pour éviter la divulgation des informations jugées secrètes et d'alimenter les bobards et les critiques sur, entre autres, le prétendu avantage exorbitant dont jouiraient les députés. D. Quant au deuxième grief relatif aux violations du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement les dispositions de l'article 221, l'honorable rapporteur a souligné avoir toujours rempli ses fonctions de rapporteur de l'Assemblée nationale dans le strict respect des prescrits de notre règlement intérieur. Il a rappelé que le contenu de l'article 221 consacre la responsabilité collective du bureau et que malgré cela, il a toujours présenté ses rapports. Pour éclairer la lanterne de membres de votre commission, il a rappelé que l'Assemblée nationale a, à ce jour, organisé 3 sessions ordinaires avant celle qui est en cours, que la session de mars 2024 a été entièrement consacrée à la mise en place des organes de notre chambre législative, à l'issue de laquelle il n'était pas indiqué de produire les rapports exigés à l'article 221, étant donné que ni les initiatives législatives ni celles relatives au contrôle n'ont été examinées. Et que lors de ces sessions ordinaires de septembre 2024 et de mars 2025, les premiers rapports du bureau exigés sur pied de l'article 221 a été produit et présenté en séance plénière du 14 décembre 2024 et le 15 juin 2025. Il a, en appui à son propos, déposé l'ordre du jour et les procès-verbaux des séances rappelés. Les copies des 10 rapports, les renseignements audio et visuels existent au niveau des services de séance de l'Assemblée nationale. S'agissant des recommandations et résolutions de l'Assemblée nationale, il a fait remarquer que le bureau a fait le choix de présenter celle-ci dans un recueil spécifique élaboré par une commission ad hoc créée par décision numéro 032-CAB-P-AN-2025 du 26 juillet 2025 du président de l'Assemblée nationale portant création, organisation et composition de la commission chargée de répertorier les résolutions et recommandations de l'Assemblée nationale. Il a par la suite fait observer que la mise en œuvre des dispositions de l'article 221 constitue une innovation qu'il a introduite dans le règlement intérieur en vigueur lorsqu'il avait en son temps le privilège de conduire les travaux de la commission chargée de son élaboration. Il serait donc incompréhensible qu'en sa qualité d'auteur de cette innovation, il ne l'applique pas. Donc, ces griefs inexistants, infondés et inexacts. En conclusion, il s'est appesanti sur la notion de faute grave alléguée par les honorables pétitionnaires estimant qu'une faute grave est une faute d'une telle gravité que vise à nuire à l'entreprise et à l'appel à une sanction qui prive les membres déchus du droit de l'indemnité. Il a estimé qu'on se trouve là manifestement dans un habit de langage avec l'intention de nuire, d'autant plus que cette qualification malencontreuse est inexacte et infondée. Il n'y a donc pas de faute grave au sens de l'article 25 alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dans son entendement, quand on parle de faute, il faut une volonté délibérée de délinquer, alors que l'article 221 évoqué
par les pétitionnaires est une responsabilité collective du bureau, même s'il est acquitté lui-même de cette obligation. L'honorable rapporteur a estimé qu'un texte surchargé qui a certes plus de 10e de signatures, mais certainement moins de 231 signatures, 31 signatures comme affirmé, avec de ratures, de surcharges et de griefs et de bifures, ne saurait être pris en compte, considérant que l'article 31 de notre règlement intérieur dispose qu'aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée. Il a en outre affirmé que cette pétition, de son point de vue non signée, nonobstant la déclaration écrite, les honorables députés nationaux signataires de la pétition, a été écrite dans un cadre détaché et totalement étranger, n'a pas été lue par les pétitionnaires, c'est-à-dire ceux qu'ils ont signé les listes détachées. Elle constitue en somme une manipulation, un cas d'extorsion, du détournement des signatures, donc un faux intellectuel qui doit pousser la commission à considérer qu'il s'agit d'un faux et usage de faux. Une tricherie qui n'est donc pas recevable. Il se met à la sagesse de la commission pour juger et demander à celle-ci de déclarer irrecevable de sa forme, dans sa forme. Il a en définitive formulé une demande à la commission d'obtenir des honorables pétitionnaires, députés pétitionnaires, les retraits du groupe de mots incompétence notoire. Après la réplique du rapporteur, l'Assemblée nationale, le président de votre commission, a invité les membres de la commission à exprimer leurs préoccupations à travers les jets de questions-réponses. 1, 2, 2. De l'audition de l'honorable questeur. Dans son intervention, l'honorable Polypoli Chimène, questeur de l'Assemblée nationale, a fait remarquer que la pétition visant sa déchéance a été initiée conformément aux dispositions de l'article 112 de la Constitution et des articles 25 alinéa 5, 30 et 31 alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cependant, cette pétition porte sur les griefs suivants. 1. Incapacité dans l'élaboration du budget de l'Assemblée nationale. 2. Incompétence dans la présentation du rapport complet de gestion financière de l'Assemblée nationale. 3. Manque d'une gestion orthodoxe de finances de l'Assemblée nationale. Abordant les points relatifs à l'incapacité de l'élaboration du budget de l'Assemblée nationale, l'honorable questeur a évoqué les dispositions de l'article 146, alinéa D du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui fixe les attributions dévolues au questeur. Cependant, elle a confirmé avoir présenté lors de la plénière du 14 juin 2025 le projet du budget de l'Assemblée nationale de l'exercice 2025. Concernant les griefs d'incompétence notoire dans l'exercice de ses attributions, il n'en a pas reconnu ces griefs retenus à sa charge car le projet du budget de l'Assemblée nationale est élaboré sous sa supervision conformément à l'article 146, alinéa D 3 et 4, alinéa D 3, 4 et 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À cet effet, tant pour l'année 2025 que 2026, le projet du budget a été élaboré dans le strict respect de l'article 6 mentionné. Aussi, le comité ad hoc a été mis en place par décision du 25/K/P/AN/KIST/2025 17 juin 2025. À l'issue de ce travail, toutes les rubriques de dépenses y ont été clairement ressorties, notamment les dépenses des rémunérations, des fonctionnements, des investissements et celles des interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques. Après
son approbation par les bureaux, le projet de budget a été présenté par sa modeste personne. Après débat et délibération, il a été adopté le 14 juin 2025 par l'Assemblée plénière. Une fois approuvé par l'Assemblée plénière, ce projet a été transmis dans les délais impartis au gouvernement pour son inscription dans le projet de la loi de finances de l'année 2026. Elle a clôturé ce point en soulignant que l'incapacité retenue à sa charge ne saurait se justifier car la procédure d'élaboration du projet de budget tel que prévu à l'article précité a été respectée. S'agissant de l'incompétence dans la présentation du rapport complet de la gestion financière de l'Assemblée nationale, elle a souligné que, conformément à l'article 147, alinéa 6 du règlement intérieur, elle a présenté le 11 avril 2025 le rapport complet de la gestion financière de l'Assemblée nationale. Ainsi, aucune précipitation quelconque ne pouvait être retenue à sa charge pour avoir respecté les délais réglementaires et la procédure exigée. Quant à la distribution du rapport lors des débats en séance plénière, elle a insisté qu'elle tire cette expérience de la jurisprudence abondante de la législature précédente qui consacre la discrétion vit les caractères sensibles de son contenu. Pour ce qui est des manques d'une gestion orthodoxe des finances de l'Assemblée nationale, elle a rassuré votre commission que le paiement par la caisse est conformément au règlement financier de l'Assemblée nationale et que chaque dépense est toujours soutenue par une pièce justificative fiable. Elle a renchéri qu'une dépense non conforme au cadre budgétaire ne peut être engagée comme allégué dans les pétitions. Pour terminer, elle a justifié le fait que les assistants parlementaires et les personnes politiques ne soient pas payés par voie bancaire et dû à l'absence d'une décision de nomination par le président de l'Assemblée nationale. 1, 2, 3. Audition de l'honorable questeur adjointe de l'Assemblée nationale. Dès l'entame de sa prise de parole, l'honorable Neema Painini Grace a précisé que sa réplique sera axée sur la forme et le fond de la pétition visant sa déchéance. Sur la forme, elle a souligné que les pétitionnaires se sont appuyés sur le prescrit de l'article 31 alinéa 1er du règlement intérieur en vue d'obtenir sa déchéance. À ce sujet, elle a relevé quelques irrégularités en déplorant le fait de constater le nom de quelques collègues sur la liste des pétitionnaires alors qu'ils n'ont pas signé la pétition. Il s'agit des honorables Mafuta Samba Élisée, Tombe Olivier et Njongambo Njadi Hippolyte. Elle a ajouté que ce constat n'est pas à minimiser car ce sont des irrégularités qui fragilisent la crédibilité du document et naturellement son authenticité. Pour elle, ce doute légitime appelle à une vérification rigoureuse de lorsqu'une démarche de cette importance doit être irréprochable dans la forme comme dans le fond. En raison de ces irrégularités constatées et d'autres qui pourront être éventuellement relevées par la sagesse de l'auguste commission, elle a demandé que la pétition initiée à son encontre soit respectueusement déclarée irrecevable. Toutefois, souligne-t-elle, si la dite pétition s'avérait recevable, elle reste convaincue qu'elle sera déclarée non fondée pour des raisons ci-dessous. Sur le fond, l'honorable questeur adjointe a relevé que les pétitions se sont fondées sur les dispositions de l'article 42 du règlement intérieur pour lesquelles il lui reproche
l'incompétence notoire dans l'accomplissement de ses attributions. Ces reproches comportent les éléments suivants. Le fait qu'aucun élément lié à la gestion du patrimoine de l'Assemblée nationale n'est ressorti lors de la présentation du rapport de gestion de l'Assemblée nationale. L'état inconfortable des chaises de la salle des congrès et des installations sanitaires. S'agissant du manque d'éléments liés à la gestion du patrimoine de l'Assemblée nationale qui entre dans ses attributions lors de la présentation du rapport de gestion de l'Assemblée nationale, l'honorable a eu du mal à comprendre le fondement de ces griefs. Pour elle, avant la présentation du rapport de gestion de l'Assemblée nationale, une liste de documents a été remise à ses services aux fins de fournir les documents y relatifs. Sur base de cette liste, les rapports sur la gestion du patrimoine de l'Assemblée nationale pour la période allant du 22 mai au 15 décembre 2024 a été versé, suivi d'un débat à la commission spéciale des contrôles de la gestion du bureau de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2024, réunion tenue à l'hôtel Béatrice en date du 26 mai 2025, entre parenthèses, copie du rapport a été mise en annexe 1. Au regard de cette preuve, l'honorable questeur adjointe a souligné que ce grief n'est pas à considérer à propos de l'état inconfortable des chaises de l'Assemblée nationale et du Congrès et des installations. Elle a éclaté ce grief en deux parties. D'abord, l'état inconfortable des chaises de la salle de congrès. À ce sujet, elle a souligné que dès sa prise de fonction, tenant compte de la situation héritée et dans le but de disposer des renseignements pouvant guider les interventions à réaliser sur le patrimoine, elle a mis en place une équipe mixte d'experts composée de la direction du patrimoine et les membres de son cabinet afin de poser un diagnostic rapide sur la situation réelle du patrimoine de l'Assemblée nationale, à l'issue duquel un état des lieux a été dressé. Subséquemment, une note explicative a été dressée à l'attention de l'honorable président et de membres du bureau de l'Assemblée nationale en date du 21 juin 2024, contenant des propositions idoines pour remédier à cette situation. Faute de moyens et en dépit de plusieurs alertes faites à ces propos sur l'instruction de l'honorable président, une autorisation de travail a été émise pour l'exécution des travaux de réhabilitation de la salle des congrès et qu'à ce jour, ils sont en attente du lancement effectif. Par conséquent, la commission spéciale et temporaire constatera que ce grief n'est pas fondé. Ensuite, s'agissant de l'état inconfortable des installations sanitaires de l'Assemblée nationale, l'honorable questeur adjointe a tenu à rappeler que l'état vétuste du bâtiment occasionne plusieurs défis logistiques repris dans le tableau synoptique des défis logistiques relatifs à la session ordinaire de mars 2025, notamment l'insuffisance d'alimentation en eau due à l'état délabré de la plomberie et la quantité insuffisante d'eau fournie par les forages pour répondre aux besoins du bâtiment du Palais du Peuple, d'une part, et le non-paiement régulier des prestataires extérieurs commis à la propreté et à la salubrité qui acquisent plusieurs mois d'arriérés de paiement, d'autre part. Avec le peu de moyens financiers ponctuels, mais mis à sa charge, plusieurs interventions ont été opérées pour rendre confortables les installations sanitaires, notamment la réhabilitation d'une partie des tuyauteries, vannes et robinets, les remplacements de cuves et urinoirs dans toutes les toilettes, spécialement dans celles des honorables députés, l'entretien des forages et citernes, l'achat régulier des produits d'entretien et nettoyage,
la réparation des portes endommagées des toilettes. À ce jour, il y a une nette amélioration des conditions sanitaires, mais les défis logistiques restent à relever. En conséquence, elle conclut en disant que la pétition signée en vue de sa déchéance est non seulement irrécevable, mais surtout non fondée, tout en réaffirmant sa disponibilité entière, sa loyauté et son engagement consistant à continuer de servir avec dévouement et dignité la mission pour laquelle elle a été élue au bureau de l'Assemblée nationale. Au terme de son audition, l'honorable questeur adjoint a déposé auprès de votre commission le document ci-après coté de 1 à 12 pour appuyer ses moyens de défense. 1. Rapport sur la gestion du patrimoine de l'Assemblée nationale pour la période allant du 22 mai au 15 décembre 2024. La lettre de transmission de la note explicative relative à l'état des lieux du patrimoine de l'Assemblée nationale. 3. Note explicative à l'attention du président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau concerne l'état des lieux du patrimoine de l'Assemblée nationale. 4. Lettre de transmission autorisation de travail à messieurs le secrétaire général de l'Assemblée nationale. 5. Lettre de transmission rapport de paiement des documents relatifs aux défis logistiques ayant trait à la session de mars 2025. 6. Lettre de transmission du tableau synoptique des défis logistiques relatifs à la session de mars 2025. 7. Lettre adressée à l'honorable président de l'Assemblée nationale sur la situation des créances des prestataires extérieurs ayant accompagné l'Assemblée nationale durant 2024. 8. Aide-mémoire à l'attention de l'honorable président de l'Assemblée nationale. 9. Note technique à la bienveillante attention de l'honorable président de l'Assemblée nationale, objet recours. 10. Lettre de rappel urgent relatif au règlement des créances des prestataires. 11. Propositions communes à l'attention des questeurs adjoints de l'Assemblée nationale et du Sénat pour l'entretien du palais du peuple. 12. Bref, aperçu sur les attributions de l'honorable questeur adjointe de l'Assemblée nationale. 4. Des avis et considérations de votre commission. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, après avoir écouté contradictoirement toutes les parties, votre commission s'est retirée aux fins des délibérations tant sur les conditions de la recevabilité des pétitions que de leur fondement. A. Sur la recevabilité des pétitions. Sur ce point, des tendances se sont dégagées, les uns épousant le point de vue soutenu par les membres du bureau visé et les autres les rejetant. Pour la première tendance, toutes les pétitions sont couvertes de graves irrégularités qui violent les articles 25 et 31 de notre règlement intérieur, ce qui doit impérativement commander leur irrecevabilité. En effet, pour cette tendance, les pétitions faites contre certains membres du bureau sont fausses, en ce qu'elles renferment 1. Le nom de M. Mulumba Kaninda au numéro 34 qui n'est pas député, ce qui constitue un cas de fraude patent. Un cas de fraude patent plutôt. La disposition du dernier alinéa de l'article 25 a été violée en ce que les constats préalables de la faute grave par l'Assemblée plénière n'a pas été fait. 3. Des ratures constatées sur certaines pages de pétitions, des surcharges, les numéros sans nom, certaines signatures non conformes, des paraphes en lieu et place des signatures, alors que la validité d'une pétition repose sur l'authenticité des signatures. La découverte d'une signature falsifiée prouve que le document est vicié par le faux. En droit, un acte vicié par le faux est nul de plein droit.
nullité absolue. Par conséquent, une pétition contenant de fausses signatures doit être annulée dans son entièreté et non simplement corrigée car elle repose sur une fraude. Force omnia corrupit, la pétition est juridiquement polluée. En revanche, la deuxième tendance à rejeter en bloc ces allégations, estimant que, s'agissant du nom de M. Mulumba Kaninda, qui n'est pas député, ce qui, selon les membres du bureau visé, constitue un cas de fraude patent, celui-ci s'est spontanément et de sa propre initiative présenté devant votre commission, car, dit-il, il était interpellé par de nombreuses connaissances qui ont lu et vu sa photo affichée dans les réseaux sociaux, les présentant comme un faux député. Concernant les ratures constatées sur certaines pages de pétitions, les surcharges, les numéros sans nom, certaines signatures non conformes, des paraphes en lieu et place des signatures, la seconde tendance a soutenu que les droits congolais en général et les droits parlementaires en particulier ne sacralisent pas la forme au point de tout annuler pour une simple erreur. Ce qui compte, c'est l'impact réel de ces fautes sur les conditions de recevabilité prévues à l'article 31 du règlement intérieur de notre Chambre. S'agissant de la prétendue violation de la disposition de la disposition 25 alinéa 5, cette tendance a répliqué en rappelant que l'Assemblée s'était effectivement prononcée sur ces cas avant de renvoyer les dossiers à votre commission. Évoquant la notion sur la recevabilité et l'irrecevabilité des pétitions en droit parlementaire congolais et comparé, cette tendance a fait recours à la fois à la jurisprudence et aux pratiques parlementaires. En effet, en RDC, un cas marquant est intervenu en 2021 lors des débats de l'Assemblée nationale autour de la motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Certains députés avaient contesté la recevabilité de la motion en arguant que plusieurs signatures apposées sur la pétition ou la motion étaient non conformes, soit simplement des paraphes, soit des signatures jugées irrégulières. La plénière a tranché que c'est à chaque député concerné de confirmer oralement son adhésion, ce qui a validé la recevabilité de la motion malgré les contestations. Cependant, ce précédent illustre que le contrôle de la recevabilité ne se limite pas à la forme de la signature, mais à la volonté expresse du parlementaire. En droit comparé, on retrouve des situations similaires en France, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. En effet, le Conseil constitutionnel français a jugé à plusieurs reprises que pour des actes parlementaires nécessitant un certain nombre de signatures, par exemple la saisine du Conseil constitutionnel, la signature doit être authentique et personnelle. Décision numéro 85-197 DC du 23 août 1985. Toutefois, le Conseil ne valide pas automatiquement en cas de contestation formelle. Il vérifie si le signataire reconnaît sa signature ou sa volonté. De même, aux États-Unis d'Amérique, dans l'État de l'Illinois, en 2024, la Cour suprême de cet État a statué sur une pétition électorale dont certaines signatures étaient irrégulières. Elle a jugé que les signatures non conformes doivent simplement être retranchées du total. Mais cela ne saurait invalider l'ensemble de la pétition
dès lors que le seuil légal demeure atteint. Voir Capitol News, je vous parle de ces références, pétition circulant dans le site, c'est public. Le 28 février 2024. Ainsi, la jurisprudence américaine consacre une règle claire. L'irrégularité partielle ne contamine pas l'acte dans son ensemble. Au Royaume-Uni, Chambre des coutumes Ouest, Chambre des communes Ouest, Westmaster, le guide du procédure, je vous épargne en tout cas ça, procédure du Parlement britannique qui fixe les règles applicables aux pétitions papier. Il stipule que les signatures illisibles, en double ou non conformes, sont écartées dans la vérification. Toutefois, la pétition reste recevable si le nombre minimal requis de signatures valides est atteint. Source UK pertinente parlementaire. Donc là, épargnez-moi s'il vous plaît. Ici encore, les critères et le seuil de validité et non la perfection formelle absolue. Sur le plan politique et juridique, la thèse consistant à brandir une signature isolée pour bloquer une pétition de 262 députés est donc intenable. Elle reviendrait à nier la volonté de la majorité parlementaire sur la base d'un détail formel. En définitive, il y a lieu de noter qu'en jurisprudence parlementaire, si le député confirme sa volonté, même si la signature est jugée non conforme, paraphe, griffe ou etc., l'acte est recevable. Si par contre, l'authenticité de la signature est niée ou non confirmée, la signature est écartée. Et si le seuil exigé de signature n'est plus atteint, l'acte devient irrecevable. La démocratie parlementaire ne saurait se réduire à des arguties procédurales. Elle consiste à respecter les règles substantielles et à laisser la plénière trancher par le vote à la majorité absolue. Toute autre interprétation serait une fuite devant la volonté claire des élus du peuple. En résumé, la jurisprudence parlementaire en RDC, comme ailleurs, montre que la volonté expresse du député prime sur la forme matérielle de la signature et la contestation se règle soit en plénière, soit par un contrôle interne de validation. Or, dans les cas d'espèce, tous les députés dont les signatures contestées par les membres du bureau visé sont passés librement devant votre commission pour confirmer non seulement l'authenticité de leur signature, mais aussi confirmer leur volonté comme pétitionnaires. Que dès lors, juridiquement, la pétition reste pleinement valable et que politiquement, la manœuvre de disqualification traduit une volonté d'instrumentaliser la procédure pour protéger les membres du bureau visé au mépris de l'évidence. L'essai est largement dépassé. De ce qui précède et au terme de ces débats, la majorité des membres de votre commission a, à travers le vote, jugé recevable toutes les pétitions de manière suivante. 16 voix pour, 5 voix contre et une abstention. Point 2. Quant aux formes des incriminations mises à charge des membres du bureau visé, après avoir auditionné les parties conformément à l'article 31, alinéa 6,
et d'autres dispositions pertinentes du règlement intérieur, votre commission a ouvert les débats pour procéder à l'examen du fondement au nom des incriminations mises à charge des membres du bureau visé. Avant de procéder et à l'absence de la définition formelle de la faute grave énoncée à l'article 25 du règlement intérieur de notre Chambre, votre commission s'est fixé la tâche de rechercher la portée exacte de la notion de faute grave en droit parlementaire congolais. En droit congolais, bien que n'ayant pas été défini de manière stricte, ni par la Constitution, ni par les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, plusieurs dispositions pertinentes permettent cependant de cerner la notion de la faute grave dans le chef d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale. Article 25 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il prévoit que les membres du bureau peuvent être déchus pour faute grave. La doctrine et la pratique parlementaire congolaise estiment la faute grave à tout comportement ou acte qui compromet le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, la dignité ou l'honneur attaché à la fonction, ou encore la confiance accordée par les députés à leurs représentants au bureau. En pratique, une faute grave peut résulter de la validation délibérée des dispositions constitutionnelles. En pratique, une faute grave peut résulter de 1. La violation délibérée des dispositions constitutionnelles ou réglementaires, la gestion opaque ou frauduleuse des moyens financiers et matériels de l'Assemblée nationale, des abus d'autorité dans la conduite des travaux, des actes d'indiscipline notoire ou des partialités manifestes dans l'exercice de la présidence ou du secrétariat du bureau. La jurisprudence et la pratique congolaise révèlent plusieurs précédents qui montrent que les pétitions de déchéance évoquent des fautes telles que le détournement des deniers, la violation des procédures parlementaires ou le blocage des travaux. La Cour constitutionnelle, en cas de contestation, se borne à contrôler le respect de la procédure quorum majorité requise, mais laisse à l'Assemblée la souveraineté d'apprécier la gravité de faits. Plusieurs cas, dont celui de Kamere en 2009, Kabund en 2020, Mabunda en 2021, constituent une jurisprudence parlementaire importante en RDC. En droit comparé, dans plusieurs pays francophones ou inspirés du parlementarisme, la faute grave d'un membre du bureau parlementaire s'attend d'un manquement majeur à ses obligations de loyauté, de neutralité et de gestion. En France, les règlements de l'Assemblée nationale prévoient que les membres du bureau peuvent être remplacés pour manquement aux devoirs attachés à leurs fonctions. La jurisprudence parlementaire parle de faute grave en cas d'acte incompatible avec la neutralité requise. Exemple, partialité politique ou manquement financier. En Belgique, la révocation des membres du bureau est possible en cas de perte de confiance, souvent motivée par des fautes graves de gestion ou de comportements contraires à la dignité parlementaire. En Afrique francophone, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, le modèle est proche de la RDC. La faute lourde ou grave est entendue comme un manquement substantiel au devoir de transparence, d'impartialité et du respect du règlement intérieur. Elle inclut la faute ou l'atteinte. En définitive, votre commission a retenu que la faute grave dans le chef d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale se définit comme un manquement d'une gravité telle qu'il empêche la poursuite normale et digne de son mandat
qu'il s'agit 1. D'irrégularités financières, de violations répétées du règlement ou la Constitution, d'abus d'autorité ou de partialité, ou encore de comportements portant atteinte à l'image de l'institution. Elle est donc une notion souple et politique, laissée à l'appréciation souveraine de l'Assemblée nationale, mais qui doit s'appuyer sur des critères objectifs de gravité et de responsabilité. 1. De l'examen au fond des griefs formulés contre l'honorable Njoli et Sengekeli Jacques, rapporteur de l'Assemblée nationale. A. Du grief de l'incompétence notoire dans l'accomplissement de ses attributions tirées de l'article 74 de notre règlement intérieur. S'appuyant sur l'article 74 de notre règlement intérieur, les pétitionnaires estiment que plusieurs tâches revenant au rapporteur ne sont pas exécutées conformément au règlement intérieur de notre Chambre. Ils allèguent que les documents mis à la disposition des honorables députés pour les plénières sont souvent distribués pendant les séances plénières et d'autres ne leur ont jamais été remis, les contraignant à adopter d'autres décisions en violation de la procédure. À ce sujet, l'honorable rapporteur a répliqué que ces accusations sont non seulement inexactes et infondées, mais surtout ne sauraient être constitutives de l'incompétence notoire, encore que la notion de l'incompétence notoire n'est pas reprise dans notre règlement intérieur. Il a rappelé la teneur de l'article 74 qui dispose les documents à soumettre aux délibérations des membres de l'Assemblée plénière sont distribués 48 heures au moins avant les séances, sauf en cas d'urgence, et a estimé que cet article n'a jamais été violé. Au contraire, il a toujours été scrupuleusement respecté, ajoutant que, de prime abord, le rapporteur n'a pas pour rôle de produire les documents destinés à l'examen par les députés. Son travail se limite à distribuer les documents qu'il reçoit, lui aussi, de leurs auteurs que sont les gouvernements, les députés, les commissions, et qu'il a toujours accompli cette tâche avec abnégation. Que donc l'article 74 du règlement intérieur a toujours été scrupuleusement respecté. À l'unanimité, votre commission a fait sienne cet argumentaire de l'honorable rapporteur et a déclaré non fondée la pétition pour la déchéance. En effet, au cours de son interrogatoire, l'honorable rapporteur a produit et versé à votre commission un dossier contenant les preuves des affirmations. Il s'agit de pièces ci-après. Les rapports du bureau sur les initiatives législatives des contrôles parlementaires, des contrôles budgétaires, la décision portant création de la commission chargée de répertorier les résolutions et recommandations de l'Assemblée nationale, les recueils des recommandations de l'Assemblée nationale, les avis, les divers communiqués officiels. De ce qui précède, votre commission dit que ces premiers griefs tirés de l'incompétence notoire dans l'accomplissement de ses attributions du fait de la distribution tardive ou de la non-distribution des documents de travail conformément à l'article 74 de notre règlement intérieur est non fondé. B. Du grief tiré de violation des dispositions de l'article 221 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sur cette branche d'accusation, l'honorable rapporteur a souligné qu'il a toujours rempli ses fonctions de rapporteur de l'Assemblée nationale dans le strict respect des prescrits de notre règlement intérieur. Avant d'aborder l'aspect particulier du respect des dispositions de l'article 221 du règlement intérieur, il a rappelé que l'Assemblée nationale a jusque-là organisé 3 sessions ordinaires avant celle qui est en cours. D'abord,
la session de mars 2024 qui était entièrement consacrée à la mise en place des organes de notre Chambre législative. Il s'est chargé de ce travail de mise en place des commissions permanentes jusqu'à l'épuisement. À l'issue de la dite session ordinaire de mars 2024, il n'était pas indiqué de produire les rapports exigés à l'article 221. Étant donné que ni les initiatives législatives ni celles relatives au contrôle n'ont été examinées. C'est au cours de la session ordinaire de septembre 2024 que notre Chambre a commencé à exercer ses prérogatives constitutionnelles de légiférer et de contrôler. À l'issue de cette session ordinaire de septembre 2024, le premier rapport exigé du bureau sur pied de l'article 221 a été produit et rendu par les rapporteurs à la séance plénière du 13 décembre 2024. Une innovation dont il est fier d'assumer. Le 15 juin 2025, à l'occasion de la clôture de la session ordinaire de mars 2025, le deuxième rapport du genre a été produit et présenté par les rapporteurs. Outre ces rapports qu'il a mis à la disposition de votre commission, il a dit avoir élaboré et synthétisé avec les cabinets du président les données relatives aux recommandations et résolutions de l'Assemblée nationale, étant donné que le bureau a fait le choix de présenter celle-ci dans un recueil spécifique élaboré par une commission ad hoc créée par la décision du président de l'Assemblée nationale portant création, organisation et composition de la commission chargée de répertorier les résolutions et recommandations de l'Assemblée nationale. Il a rappelé que la mise en œuvre des dispositions de l'article 221 constitue une innovation qu'il a personnellement introduite dans le règlement intérieur en vigueur lorsqu'il a eu en son temps le privilège de conduire les travaux de la commission chargée de son élaboration. Il serait donc incompréhensible qu'en sa qualité d'auteur de cette innovation, il ne l'applique pas. Il a conclu à l'inexistence, au non-fondement et à l'inexactitude de ces griefs. À la lumière de ces explications, après débat et délibération, votre commission a jugé ces griefs non fondés à travers le vote de 21 voix favorables et une abstention. 21 voix favorables et une abstention. 1. De l'examen au fond des griefs formulés contre l'honorable Polypoly Chimène, questeur de l'Assemblée nationale. S'agissant de l'honorable Polypoly Chimène, questeur de l'Assemblée nationale, les pétitionnaires ont axé leurs accusations sur les griefs suivants. Incapacité dans l'élaboration du budget de l'Assemblée nationale, incompétence dans la présentation du rapport complet de gestion financière de l'Assemblée nationale, manque d'une gestion orthodoxe des finances de l'Assemblée nationale. En réaction, abordant le point relatif à l'incapacité de l'élaboration du budget de l'Assemblée nationale, l'honorable questeur a évoqué les dispositions de l'article 146 alinéa D du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui fixe les attributions dévolues au questeur. Elle a confirmé avoir présenté lors de la plénière du 14 juin 2025 le projet du budget de l'Assemblée nationale de l'exercice 2025. Concernant l'incompétence notoire dans l'exercice de ses attributions, elle n'a pas reconnu ces griefs retenus à sa charge car le projet du budget de l'Assemblée nationale est élaboré sous sa supervision conformément à l'article 146, alinéa 2, 3, 4 et 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À cet effet, tant pour l'année 2025 que pour 2026, elle a affirmé que le projet de budget a été élaboré dans le strict respect de l'article 6 mentionné
et que le comité ad hoc a été mis en place par décision du président de l'Assemblée nationale numéro 025-K-AN-KIST-2025 17 juin 2025. Elle a rassuré qu'à l'issue de ce travail, toutes les rubriques de dépenses y ont été clairement ressorties, notamment les dépenses de rémunération, de fonctionnement, des investissements et celles des interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques. Après son approbation par les bureaux, le projet du budget a été présenté par sa modeste personne. Après débat et délibération, il a été adopté le 14 juin 2025 par l'Assemblée plénière. Une fois approuvé par l'Assemblée plénière, le projet de budget a été transmis dans les délais impartis au gouvernement pour son inscription dans le projet de la loi de finances de l'année 2026. Elle a clôturé ce point en soulignant que l'incapacité retenue à sa charge ne saurait se justifier car la procédure d'élaboration du projet du budget tel que prévu à l'article précité a été respectée. S'agissant de l'incompétence dans la présentation du rapport complet de la gestion financière de l'Assemblée nationale, elle a souligné qu'elle a conformément à l'article 147 alinéa 6 du règlement intérieur présenté le 11 avril 2025 le rapport complet de la gestion financière de l'Assemblée nationale. Ainsi, aucune précipitation quelconque ne pouvait être retenue à sa charge pour avoir respecté les délais réglementaires et la procédure exigée. Quant à la non-distribution du rapport lors du débat en séance plénière, elle a insisté qu'elle tire cette expérience de la jurisprudence abondante des législatures précédentes qui consacre la discrétion vu le caractère sensible de son contenu. Pour ce qui est du manque d'une gestion orthodoxe des finances de l'Assemblée nationale, elle a rassuré que le paiement par la caisse est conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale et que Elle a rassuré que le paiement par la caisse est conforme au règlement financier de l'Assemblée nationale et que chaque dépense est toujours soutenue par une pièce justificative fiable. Elle a renchéri qu'une dépense non conforme au cadre budgétaire ne peut être engagée comme allégué dans la pétition. Pour terminer, elle a justifié le fait que les assistants parlementaires et les personnels politiques ne soient pas payés par voie bancaire et dû à l'absence d'une décision de nomination du président de l'Assemblée nationale. Après examen de ces explications et à l'issue d'un débat contradictoire, la question a été soumise au vote. Sur 22 membres, 11 voix se sont prononcées pour le fondement des griefs, tandis que 11 autres voix, dont celle du président de la commission, se sont prononcées en défaveur du fondement en application du principe de la prépondérance de la voix du président. Votre commission a déclaré non fondé les griefs retenus à charge de l'honorable questeur. 2. De l'examen du fond au fond des griefs formulés contre l'honorable Nema Paini questeur adjointe de l'Assemblée nationale, déclaré non fondé la pétition pour sa déchéance. Il ressort de l'examen du fond des griefs formulés contre l'honorable Nema Paini Grace, questeur adjointe de l'Assemblée nationale, que le pétitionnaire sollicite la déchéance de cette dernière pour motif d'incompétence notoire dans l'accomplissement de ses attributions. S'appuyant sur les dispositions de l'article 42 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui fixe les attributions dévolues aux questeurs adjointes,
les honorables pétitionnaires justifient leur position par le fait d'avoir contesté lors de la présentation du rapport de gestion du bureau de l'Assemblée nationale aucun élément lié à la gestion du patrimoine, alors que nul n'ignore l'état dans lequel se trouvent les chaises de la salle du Congrès. Il affirme que depuis son élection à ce poste, l'on constate une incompétence dans l'entretien du cadre de travail des honorables députés, sans ignorer l'état des installations sanitaires de la Chambre basse du Parlement. Pour terminer, il se pose la question de savoir à quoi sert les crédits d'investissement prévus dans les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale à chaque exercice. En réponse à ces accusations, l'honorable Néma Païninié, grâce questeur adjointe, a fait remarquer que c'est à tort que les pétitionnaires l'accusent d'incompétence notoire dans l'accomplissement de ses attributions en se fondant sur les dispositions de l'article 42 du règlement intérieur. Ces reproches comportent les éléments suivants. Le fait qu'aucun élément lié à la gestion du patrimoine de l'Assemblée nationale n'est ressorti lors de la présentation du rapport de gestion de l'Assemblée nationale, l'état inconfortable des chaises de la salle des congrès et des installations sanitaires. S'agissant du manque d'éléments liés à la gestion du patrimoine de l'Assemblée nationale, lors de la présentation du rapport de gestion de l'Assemblée nationale, l'honorable questeur adjointe a déclaré avoir eu du mal à comprendre le fondement de ces griefs. Pour elle, avant la présentation des rapports de gestion de l'Assemblée nationale, une liste de documents a été remise à ses services aux fins de fournir les documents y relatifs. Sur base de cette liste, les rapports sur la gestion du patrimoine de l'Assemblée nationale pour la période allant du 22 mai au 15 décembre 2024 a été versé et suivi d'un débat à la commission spéciale de contrôle de la gestion du bureau de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2024, réunion tenue à l'hôtel Béatrice en date du 26 mai 2025. La copie du rapport a été mise en annexe 1. Grief 1. Au regard de cette preuve, l'honorable questeur adjoint a souligné que ce grief n'est pas à considérer. À propos de l'état d'inconfortabilité des chefs de la salle de congrès et des installations, elle a déclaré ce grief en deux parties. Elle a éclaté ce grief en deux parties. Elle a pertinemment abordé la question de l'état inconfortable des chaises de la salle de congrès. À ce sujet, elle a souligné que dès sa prise de fonction, tenant compte de la situation héritée et dans le but de disposer des renseignements pouvant guider les interventions à réaliser sur le patrimoine, elle a mis en place une équipe mixte d'experts composée de la direction du patrimoine et les membres de son cabinet afin de poser un diagnostic rapide sur la situation réelle du patrimoine de l'Assemblée nationale, à l'issue duquel un état des lieux fut fait. Subséquemment, elle avait dressé une note explicative à l'attention de l'honorable président et de ses membres du bureau et des membres du bureau de l'Assemblée nationale en date du 21 juin 2024, contenant des propositions idoines pour remédier cette situation. Que faute de moyens et en dépit de plusieurs alertes faites à ces propos, l'honorable président
avait accordé l'autorisation pour l'exécution des travaux de réhabilitation de la salle de congrès qui, jusqu'à ce jour, sont en attente du lancement effectif. Par conséquent, elle a invité votre commission à constater que ce grief n'est pas fondé. Ensuite, s'agissant de l'état inconfortable des installations sanitaires de l'Assemblée nationale, l'honorable questeur adjointe a tenu à rappeler que l'état vétuste du bâtiment occasionne plusieurs défis logistiques repris dans les tableaux synoptiques des défis logistiques relatifs à la session ordinaire de mars 2025, notamment l'insuffisance d'alimentation en eau due à l'état délabré de la plomberie et la quantité insuffisante d'eau fournie par les forages pour répondre aux besoins du bâtiment du Palais du Peuple, d'une part, et le non-paiement régulier des prestataires extérieurs commis à la propreté et à la salubrité qui accusent plusieurs mois d'arriérés de paiement, d'autre part. Avec l'épée des moyens financiers ponctuels mis à sa disposition, plusieurs interventions ont tout de même été opérées pour rendre confortables les installations sanitaires, notamment la réhabilitation d'une partie des tuyauteries, vannes et robinets, les remplacements de cuves et urinoirs dans les toilettes, spécialement dans celles des honorables députés, l'entretien des forages et citernes, l'achat régulier de produits d'entretien et de nettoyage, la réparation des portes endommagées des toilettes. Elle a assuré qu'à ce jour, il y a une nette amélioration des conditions sanitaires, mais les défis logistiques restent à relever. En conséquence, elle a conclu par dire que la pétition signée en vue de sa déchéance est non fondée, tout en réaffirmant sa disponibilité entière, sa loyauté et son engagement consistant à continuer de servir avec dévouement et dignité la mission pour laquelle elle a été élue au bureau de l'Assemblée nationale. Pour sa part, après débat et délibération, au vu des pièces justificatives versées au dossier par l'honorable questeur adjointe, à savoir rapport sur la gestion du patrimoine de l'Assemblée nationale pour la période allant du 22 mai au 15 décembre 2024, lettre de transmission de la note explicative relative à l'état délié du patrimoine de l'Assemblée nationale, note explicative à l'attention du président de l'Assemblée nationale et le membre du bureau, concerne état délié du patrimoine de l'Assemblée nationale, lettre de transmission, autorisation de travail à messieurs les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale, lettre de transmission, rapport de paiement des documents relatifs aux défis logistiques ayant trait à la session de mars 2025, lettre de transmission du tableau synoptique des défis logistiques relatifs à la session de mars 2025, lettre adressée à l'honorable président de l'Assemblée nationale sur la situation des créances des prestataires extérieurs ayant accompagné l'Assemblée nationale durant 2024, et de mémoire à l'attention de l'honorable président de l'Assemblée nationale, note technique à la bienveillante attention de l'honorable président de l'Assemblée nationale, lettre de rappel urgent relatif au règlement des créances des prestataires, proposition commune à l'attention des questeurs adjointes de l'Assemblée nationale et du Sénat pour l'entretien du Palais du Peuple, bref aperçu sur les attributions de la questure adjointe de l'Assemblée nationale. Votre commission a conclu à travers le vote unanime de 22 voix au non-fondement des griefs mis à charge de l'honorable Néhéma
Baini Grace, questeur adjointe de l'Assemblée nationale. 5. Du vote du rapport. Au terme de nos travaux, votre commission a adopté à l'unanimité le présent rapport. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, telles sont les conclusions auxquelles votre commission est parvenue et qu'elle vous prie d'adopter, faites à Kinshasa le 24 septembre 2025, le rapporteur honorable Mambumba Sayanik, le président honorable Kazadi Gakonde Peter. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher honorable. Je tiens à remercier la commission et son bureau, mais aussi nous tous et les présidents des groupes parlementaires qui avaient désigné son personnel de très bonne qualité, qui a travaillé d'arrache-pied pour nous fournir ce rapport en si peu de temps, dans des conditions particulièrement difficiles. Et pour votre information, les membres de la commission n'ont pas encore été payés. Nous allons nous atteler à cela dans un très bref délai. Alors, nous allons procéder à la recevabilité et l'adoption du rapport présenté par votre commission, selon que vous l'avez suivi ici de manière attentive. Qui sont pour la recevabilité du rapport? Qui sont contre? Le rapport est reçu. Honorables collègues, honorables députés, très chers collègues, vous avez là les éléments, S'il vous plaît, est-ce que, après tout ce que vous avez suivi, les détails et les éléments de preuve, mais aussi l'abondante référence à la constante jurisprudence en la matière, il y a encore droit d'éclaircissement? Je ne pense pas. Nous pouvons passer à l'adoption de ce rapport. Qui sont pour le rapport présenté? Les contre? Le rapport est adopté. Nous allons